Bon, eh bien, écoutez, bonsoir, et puis alors bienvenue chez vous. Alors, ce soir, je suis très content de les accueillir. Ce sont, avant le groupe de la France Insoumise au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est pas de... On le sait que ça bat. Et il y avait quand même d'autres élus qui avaient ouvert aussi un petit peu le chemin, et ce depuis quelque temps quand même. Et il y avait notamment les trois personnes qui sont autour de moi, Myriam Martin, Guillaume Sériès et Jean-Christophe Célin, qui sont élus à la région Occitanie maintenant, anciennement Midi-Pyrénées pour certains, y étaient déjà. Tous les trois d'ailleurs, vous y étiez déjà, non, quand c'était Midi-Pyrénées? Non, il n'y avait que Guillaume. Il n'y avait que Guillaume, non, d'accord, il n'y avait que Guillaume. Et donc, voilà, moi je suis très heureux de les accueillir pour leur compte-rendu de mi-mandat, que vous appelez le service après-vote. Je trouve ça très chouette, c'est très très chouette. Et voilà, parce que la région, c'est quand même pour nous, Arigeois, pour nous, hein, pour les Apaméens, pour les gens partout dans leur commune, la région a un impact véritable. La région a des compétences énorme, et la région a pris des compétences notamment au département, et des compétences, de grandes compétences au département. Et donc, ici, à Pamiers, à Saint-Giron aussi notamment, ce qui nous intéresse, et parce que je suis de la commission culture, éducation et tout le reste, à l'Assemblée nationale, ce qui nous intéresse, c'est effectivement ce module-là, notamment les lycées, ça c'est la compétence des régions, mais aussi le transport. Je vous souhaite bonne chance pour les négociations avec la SNCF, vu ce qui va se passer plus tard, et notamment la privatisation. Peut-être que vous allez donc négocier avec un autre opérateur, allez savoir surtout pour la ligne Toulouse, la Tour de Carole. Et puis l'égalité territoriale, pour nous, c'est le transport scolaire aussi. On a eu des problèmes de transport scolaire. Là, jusqu'au mois d'octobre, des parents payaient leur transport scolaire. Les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais le transfert effectif du département à la région a eu des conséquences. Et quand on parle de transport scolaire à Toulouse, ça va bien. Quand on parle de 500 mètres ou de 350 mètres ou d'1 kilomètre, ça va bien. Et quand on parle de transport scolaire à Saint-Giron, les enfants de Saint-Lary qui sont internes à Saint-Giron ou qui descendent et qui remontent de Saint-Lary à Saint-Giron, c'est plus la même chose et ça a un coût. Et ce coût, c'est 90 € par mois. Et donc, de tout ceci, la région s'occupe. Voilà ce que je voulais vous dire. Et surtout, pour moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le volet culturel. Et la loi NOTRe qui a fait une remétropolisation de la politique, et notamment de Toulouse étant super bien servie, et nous, déjà que nous savons que la culture, c'est le budget, c'est la variable d'ajustement des budgets. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais président d'un festival de théâtre, je disais que je pesais 25 mètres de route départementale goudronnée de voies. Parce que quand il y a un budget qui se construit, et tu vas sûrement parler du budget après, Jean-Christophe, la variable d'ajustement, c'est la culture, puis le sport. Le sport, on touche en second parce qu'il y a le rugby, il y a des choses comme ça, et ça, c'est quand même une image, alors que le théâtre, on peut prendre un peu quand même. Donc voilà, donc la région, là-dessus, sur ces budgets-là, notamment, sert très très bien la métropole et les copains, et puis la ruralité, elle, est très très mal servie dans ce contexte-là. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ce qu'on voudrait faire derrière, ce qu'ils voudraient faire, ce que voudraient faire nos conseillers régionaux, c'est de pouvoir échanger avec vous, avoir un moment de débat, et que vous puissiez leur poser les questions, justement, de compétences sur la région, et ce qu'ils font, ce qui s'est passé à la région, vont déjà peut-être vous en parler dans leur préambule, mais derrière, avoir un échange un peu plus construit. Voilà, donc je vais leur laisser la parole, et vous souhaiter une bonne soirée en notre compagnie, en ma compagnie un peu aussi. Merci. Qui commence? Voilà, bon, traditionnellement, on en est à la 5e réunion de compte-rendu de mi-mandat, ce qu'on appelle effectivement le service après-vote pour créer un peu de second degré, parce que c'est une chose sérieuse, mais en même temps, il faut faire en sorte de garder beaucoup de simplicité.
dans ce qu'on fait. Donc c'est la 5e réunion ce soir en région. On avait commencé par Montpellier, après on a fait Toulouse, après on a fait Albi, on était à Perpignan hier soir. On a beaucoup de plaisir à être parmi vous ce soir à l'initiative des deux Michel, voilà, Michel Larive et Michel Téchenet, et des Insoumis et ici, voilà. Bien sûr, mais comme on vous a identifié depuis un certain temps, on me permet de vous saluer personnellement. Donc voilà, donc moi je suis Jean-Christophe Célin et je vais voilà, ça va continuer à tomber derrière. Donc cet exercice, c'est un exercice sur lequel on s'était engagé pendant la campagne électorale de l'automne 2015, à savoir que on était engagé à l'époque dans la dynamique Nouveau Monde en commun, qui regroupait un certain nombre de composantes politiques et de citoyens engagés, mais on y reviendra après sur l'évolution de cette liste et de ce regroupement politique. En tout cas, nous, on s'était engagé sur une charte éthique et qui était celle de dire ce qu'on allait faire et aujourd'hui de faire ce qu'on a dit, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'engagement. Et comme on est au milieu de la mandature, on rend compte. Alors on a fait ce 4 pages là que vous avez sur vos sièges, qui est à votre disposition si vous voulez le diffuser autour de vous, parce qu'on pense que c'est un bon outil. C'est un bon outil parce que il donne une correspondance politique des combats qui sont menés dans la société, dans ce qu'on a fait dans l'institution. Voilà. C'est ça notre idée, c'est de toujours être en relation avec le mouvement réel dans la société, avec les luttes qui s'expriment, avec les besoins des associations, les préoccupations syndicales, les luttes dans les entreprises, les luttes citoyennes, les luttes écologiques, les luttes sociales. Et aujourd'hui, il y a une grande lutte qui nous occupe tous, c'est la question des gilets jaunes. Tout simplement parce que cette lutte-là, elle a commencé... c'est une bonne pièce de théâtre quand même, ensemble. C'est bien rythmé, hein, vous avez vu. Ce mouvement des Gilets jaunes, c'est tout simplement l'expression populaire dans tous les territoires, dans toutes les profondeurs du pays. Donc ça a commencé sur une question concrète, urgente, de base. La question comment on continue à mettre du diesel, en l'occurrence dans sa voiture, quand on est obligé d'utiliser sa voiture pour aller travailler, pour aller chercher ses enfants, pour aller à l'hôpital qui est souvent loin, pour aller faire ses courses, etc. Qu'on est contraint de le faire, qu'on nous a y compris incité à acheter un véhicule de ce type il y a quelques années parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'il y avait de moins cher, ce qui était usiné le mieux possible, ce qui durait le plus longtemps, etc. Et puis une sorte d'écologie punitive qui est contraire à tout ce qu'il faut faire, parce que bien évidemment, il faut lier la question du pouvoir d'achat, du niveau de vie, à la question de la planète, hein. C'est évident, parce que on a tous une responsabilité par rapport à ça, mais quand on dit qu'on a tous une responsabilité par rapport à la question écologique, bien évidemment qu'on soit un grand capitaliste pollueur, ou un gros industriel pollueur, ou un gros agriculteur pollueur, ou un patron d'une société d'aviation qui utilise du kérosène sans que ce soit taxé, ou un patron d'une société de croisière où le fioul lourd n'est pas taxé, c'est pas les mêmes responsabilités que le petit conducteur qui est obligé de prendre tous les jours son diesel. Et ce mouvement des Gilets jaunes, il pose très justement, à partir d'une revendication urgente, immédiate, d'autres questions. Derrière cette question-là, il y a la question de l'égalité fiscale. Derrière la question de l'égalité fiscale, puisque les gens réfléchissent, retrouvent les informations, discutent entre eux sur les blocages, en même temps sont sur les réseaux sociaux, en parlent dans leur famille, etc. Donc le niveau de conscience et d'intelligence s'accélère et va très vite. Donc la question économique est devenue une question sociale, la question sociale est devenue une question politique, et à partir du diesel, on est passé à l'égalité fiscale, à la répartition des richesses, et à des vraies institutions où les citoyens peuvent participer, peuvent contrôler, etc. Donc voilà le mouvement dans lequel
le pays est plongé aujourd'hui, et nous avons donné une correspondance politique dans l'institution pendant l'Assemblée plénière du 16 novembre en déposant un vœu sur ces questions-là, qui malheureusement n'a pas été voté, parce qu'on nous a argué que c'était pas assez précis sur le plan fiscal, etc., alors qu'il avait été écrit pour que tous les gens de bonne volonté puissent le signer, mais malheureusement, on a eu des gens de mauvaise volonté qui n'ont pas voulu saisir l'opportunité, mais le peuple reconnaîtra les siens. Voilà. Donc, premièrement, tenir les engagements qu'on a pris, c'est le sens du 4 pages, c'est le sens de la réunion. Deuxièmement, donner une traduction politique dans l'institution aux besoins qui s'expriment dans la société autour de 3 grandes urgences, l'urgence sociale, l'urgence écologique, mais aussi l'urgence démocratique de pouvoir participer, contrôler, avoir les informations, etc. Et lier la bataille à la région dans le cadre d'une bataille sur le plan national et y compris sur le plan européen, parce que la politique qui est menée en région est déterminée en grande partie par ce qui se passe au plan national, et ce qui se passe au plan national, vous le savez, est en grande partie lié à ce qui se passe au niveau de la Commission européenne, parce que les directives d'austérité, de coupe sombre de l'Union européenne ont des implications très concrètes sur le terrain pour les écoles, les bureaux de poste, les trains du quotidien, l'aménagement du territoire, les maternités, les hôpitaux, etc. Et je sais que dans la salle, il y a des militants, notamment de l'hôpital public, qui sont là, qu'il y a des élus communaux qui sont là. Et je prendrai un exemple sur lequel on reviendra dans le débat, parce que je ne veux pas être trop long sur l'introduction, ce que je disais dans la conférence de presse tout à l'heure. L'Assemblée plénière de la semaine prochaine, on va voter le budget 2019. D'accord? Le budget 2019 de la région, c'est 2,5 milliards d'euros, plus 1 milliard de gestion des fonds européens. Hein, c'est ça, hein? Voilà. Et dans ce cadre-là, il y a bien évidemment plusieurs leviers pour agir sur le budget. Nous, on voit 3 grands leviers. Le premier grand levier, c'est combien l'État donne aux collectivités pour permettre aux collectivités de mener une politique publique. C'est ce qu'on a appelé jusqu'à l'année dernière les dotations globales de fonctionnement, qui sont données aux communes, qui sont données aux départements, qui sont données aux régions. Retenez bien le chiffre que je vais vous donner. Depuis 2012, la région Occitanie, sous la forme Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, a une baisse cumulée de 400 millions d'euros de dotations de l'État qui ont disparu. D'accord? Si on additionne ces 400 millions avec les baisses de dotation à toutes les communes, hein, plus les transferts de charges qui n'ont pas été donnés aux départements sur l'action sociale par rapport aux compétences qu'elles ont sur l'action sociale, on est à plus de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros cumulés depuis 2012, c'est-à-dire 2 fois le montant de la taxe carbone sur l'essence. D'accord? Vous voyez le rapport entre les chiffres? Avec 7 milliards en région Occitanie, les collectivités ont quand même un peu plus d'oxygène pour respirer et mener des politiques publiques. Donc voilà le type de bataille que l'on mène. Donc les dotations globales de fonctionnement. Deuxièmement, dans le cadre du budget, avoir des politiques plus sociales et plus écologiques. C'est le sens de ce qu'on va proposer la semaine prochaine. Et enfin, le recours à l'emprunt, puisque comme le taux de l'argent, le loyer de l'argent est entre 0 et 1%, il y a une opportunité pour que la région emprunte plus et que ça coûte beaucoup moins en termes de dette. En plus, on a une région qui est très faiblement endettée. La région est certainement la collectivité la moins endettée de France, puisque la moyenne est aux alentours de 7-8 ans pour pouvoir rembourser les emprunts, et la région Occitanie, c'est 3,5 années. Donc c'est une région extrêmement saine qui pourrait emprunter davantage, puisque le loyer de l'argent est quasiment gratuit. Et bien évidemment, avec plus d'emprunts, on peut mener plus de politiques publiques et on peut investir plus pour la jeunesse, pour tous les critères dont je viens de parler. Donc voilà le cadre général de ce qu'on va vous présenter ce soir et qui va permettre d'alimenter l'échange avec vous sous forme de débat dans la deuxième partie de la soirée. Voilà. Bon, je vais poursuivre donc. Alors, pour reprendre un petit peu ce que Jean-Christophe a dit, c'est vrai qu'on a considéré que nos engagements de campagne, c'était évidemment une chose à respecter, ce qui n'a pas été le cas pour l'ensemble de ceux qui constituaient le groupe de départ. Nous, on en commun, on en parlera après. Mais pour nous, c'était très très important, et en particulier,
dans les engagements de campagne, il y avait des axes très forts. Le service public doit être prioritaire, l'argent public doit aller au service public, et on doit donc répondre aux besoins sociaux, à l'urgence écologique, à l'urgence démocratique. On s'était fixé des axes, et ces axes, évidemment, on les a retrouvés à l'intérieur de l'institution, et on s'est battu pour pouvoir respecter cet engagement de campagne, y compris faire bouger les lignes. Ce qu'on disait tout à l'heure à la conférence de presse, on n'est pas dans la posture. C'est-à-dire que quand la région propose des politiques, ou quand même on en discute et qu'on peut faire bouger les choses, on vote favorablement pour ces politiques-là. Mais quand on n'est pas d'accord, quand on voit ce qu'il faut les changer, ben on se bat. Voilà. Et parfois, y compris, si on n'arrive pas à les faire changer, bien on vote contre. Ça s'appelle l'indépendance de vote. Voilà. Ça s'appelle l'autonomie de penser et d'agir. Et ça, c'était quelque chose qui était acquis dès le départ dans le cadre de l'accord électoral de deuxième tour. Voilà. On gardait notre indépendance totale en termes d'élus, et ça paraît quand même évident, principiel, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y a un combat qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était celui de l'éducation. Michel a rappelé quand même que la compétence de la région en la matière est très très importante. Et donc on a proposé que je sois président de la commission d'éducation. Ça n'implique qu'une chose, c'est l'animation de cette commission, mais ça permet aussi d'avoir les sujets, les dossiers, de pouvoir alimenter le débat, d'être au courant d'un certain nombre de choses qui nous permettent de nous battre. Voilà. Donc, dès le départ, on a dit, bon, service public d'éducation, c'est un service public, donc il doit être gratuit. Voilà, il est hors de question que le service public d'éducation entraîne des dépenses, par exemple, pour les familles et les élèves. Donc, on s'est battu pour la gratuité des manuels scolaires pour les élèves et des premiers équipements des élèves qui sont en lycée professionnel. Ça a été étendu d'ailleurs aux apprentis des CFA. Sachez qu'en ex-Languedoc-Roussillon, la gratuité était acquise. Mais 5 départements, Midi-Pyrénées, 8 départements, la gratuité a commencé à être remise en question dès le départ. C'est-à-dire que la première année, par exemple, on n'a pas harmonisé par le haut. On a dit on verra plus tard. Et donc, on a dû mener un long débat, on a mené un combat de 11 mois pour faire changer d'avis le Parti Socialiste en disant, voilà, on ne comprend pas cette position. Le service public d'éducation, ça veut dire qu'on doit permettre, c'est un droit, voilà, c'est un besoin quand même l'éducation, on doit permettre donc aux familles de pouvoir accéder à l'éducation sans faire des frais supplémentaires. Voilà. En collège, on a des manuels qui sont fournis. Pourquoi ça ne serait pas le cas au sein des établissements du secondaire qui sont les lycées? Bon, on s'est bagarré, mais on l'a fait aussi, comme on fait pour toutes les bagarres, tous les combats qu'on mène, on le fait de cette manière-là. On se bat dans l'institution, mais on se bat aussi à l'extérieur, avec nos soutiens. On va chercher du soutien dans les forces vives, je dirais, mouvement social, collectif citoyen, collectif de résistance, mouvement syndical. Bon, moi, quand j'ai été élu et quand j'ai été désigné comme président de la commission, j'ai contacté tous les syndicats, enseignants, agents régionaux des lycées, la FCPE, je leur ai dit, moi, je veux vous rencontrer, je veux discuter de l'avenir de nos lycées, de nos propositions, etc. Et là-dessus, alors, vous vous doutez bien que tous les syndicats n'ont pas répondu favorablement. Un certain nombre, oui. On a travaillé ensemble, et notamment sur cette question de la gratuité. Les syndicats enseignants, par exemple, ont été, si je prends le SNES, Sud, la CGT, ont été tout à fait favorables à cette position et l'ont défendue aussi. Voilà. Et moi, j'ai pu me permettre de dire à l'intérieur de l'institution, mais vous savez, j'ai aussi le soutien de syndicats enseignants qui revendiquent et qui représentent des choses dans les établissements scolaires, qui revendiquent la même chose, parce que c'est juste socialement, et parce que c'est logique, c'est le service public. Alors, je disais tout à l'heure la petite anecdote sur le sujet, c'est quand on a commencé à mener la bagarre, on a pu la mener dans ce qu'on appelle des exécutifs élargis, où nous sommes invités en tant que président de commission à participer au débat. Donc ce débat a été amorcé par la présidente de région, et donc j'ai pu enfoncer le clou en expliquant pourquoi c'était important, etc., etc. Et j'ai eu des réponses au départ qui étaient très très surprenantes, qui montrent que d'un point de vue idéologique, les idées libérales, elles rognent petit à petit l'ensemble de ces élus-là, qui ne réfléchissent plus que par les éléments de langage libéraux, l'assistanat. On m'expliquait que c'était un problème. Ceci dit, entre parenthèses, je me suis rendu compte qu'on avait un problème à ce moment-là, avec aussi les élus d'Europe Écologie Les Verts. Pas le Parti communiste, mais les Europe Écologie Les Verts n'étaient pas très très clairs sur la question de la gratuité, alors que c'était quand même un engagement de campagne. On l'avait écrit dans notre journal, qu'on avait distribué à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Donc, on m'a expliqué que ça faisait un petit peu, voilà, assistanat, comme si nos concitoyens, dès qu'on leur proposait quelque chose de gratuit, allaient forcément profiter, ou, enfin bon, quelque chose d'assez malsain. Alors, j'ai fait remarquer que quand on va à l'hôpital, aux urgences, on doit être hospitalisé, on ne vient pas avec sa plaquette d'aspirine et sa seringue.
que c'est l'hôpital public, parce que la santé est un droit, qui prend en charge les malades. Alors, je n'ai pas parlé des cliniques, je viens parler des hôpitaux, et donc que l'école, ça devait être pareil. Bon, petit à petit, cette bagarre a fait qu'on l'a emporté. À tel point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même si Carole Delga a reconnu que c'est notre combat, tout à fait au début en tout cas, on a l'impression que ça a toujours été la politique de la région, et que c'est mis tout le temps en avant, en particulier lors des conférences de presse de rentrée. Bon, moi, ça me gêne pas, hein, parce que si effectivement ils en font leur politique et qu'ils estiment que la gratuité, c'est la politique qu'il faut mener, c'est qu'on a gagné un combat idéologique, et donc ça, c'est très positif. D'autres combats qui ont été positifs, qu'on a pu aussi mener, on y a participé de manière active, c'est celui toujours sur l'éducation, la demande de faire rentrer dans les cantines scolaires des produits de qualité, des produits bio et un circuit court. Parce que ça, il y a une aberration, hein, la plupart des cantines, c'est des produits qui viennent de partout, de pied de qualité, etc. Bon, ça s'est mis en place depuis septembre dernier, ça va se continuer sur la mandature. Alors c'est pas que nous, mais nous ce combat-là on l'a mis dès le départ. C'est-à-dire qu'on a été très très ferme là-dessus, y compris en se servant de la communication de la région. Vous n'arrêtez pas de dire qu'on est la première région agricole, qu'on est la première région d'agriculture bio de France, qu'on est la première région patati patata. Donc si c'est le cas, utilisons ça pour pouvoir effectivement développer ce type de politique. Bon, on a mené d'autres combats d'un point de vue, on va dire, internationaliste, avec des vœux qu'on a proposés de jumelage avec le Rojava, des vœux qui nous ont permis de sortir la région du TAFTA, des vœux qui nous ont permis, par exemple, de faire voter majoritairement contre les grands projets inutiles que sont, par exemple, le gazoduc qui devrait traverser les PO et l'autre, etc. On arrive à mener des bagarres et à concrétiser de manière positive. Après, il reste évidemment des combats menés. Je vais dire 2 mots sur le transport scolaire. Transport scolaire, depuis le début de la mandature, nous, on a été très très clair dans la mesure où c'est pas assez compétences région. On a dit, on comprend qu'il y a un début d'harmonisation, qu'il y a un début de discussion. C'est vrai qu'il y a 13 départements, il y a 13 politiques différentes au départ, dès le départ. Donc c'était compliqué pour la région, on l'a entendu. Mais nous, on a dit pour nous, l'objectif, c'est d'obtenir sur, alors là, on va proposer un amendement pour 2020, c'est la gratuité des transports scolaires, domicile, lycée, domicile, pour tous nos élèves de la région Occitanie, pour des raisons de justice sociale, de justice aussi territoriale. C'est pas pareil en termes de frais quand on habite effectivement au fin fond de la montagne qu'on doit aller à Saint-Giron, ou qu'on habite des petits villages au-dessus de la Blanée, etc., etc. Et même, de toute façon, autour des grandes villes, on n'est pas à égalité sur les déplacements. Donc, justice sociale, justice territoriale, on va vers la gratuité de transport et on s'appuie sur des politiques qui existent, parce que nous, chaque fois qu'on dit ça, la première fois que je dis ça, c'est la présidente de la commission finance, Claire Fita, j'ai cru qu'elle allait tomber dans les pommes, quoi. C'est vrai qu'on a toutes les deux des relations un peu compliquées, donc bon, c'est compliqué quand même, c'est cher, etc. Oui, c'est cher, mais on verra avec Guillaume qu'on peut faire des choix et que il y a des choix qui sont contestables et qui pourraient au contraire être utilisés à ce type de politique. On va se battre là-dessus, d'autant qu'à force de ressasser et y compris de dire, écoutez, dans le Lot, la Haute-Garonne, ça se passe. Les transports sont gratuits. Ça veut dire qu'un département qui est certainement plus riche comme la Haute-Garonne, mais un département qui est certainement plus pauvre comme le Lot, arrive à mener ses politiques, c'est que ça dépend du choix politique. Donc on se bat là-dessus et on va continuer à le faire. On a entendu Madame Delga dire en début d'année, lors des vœux présentés à la population, qu'elle irait vers la gratuité au bout de la mandature. Visiblement, vu ce qui se passe, c'est quand même, on en est un petit peu loin, et surtout, dans le budget actuel, il est question, il y a une phrase qui dit faire payer le coût des transports scolaires aux familles. On va demander son abrogation de cette partie-là, et on va proposer au contraire un amendement qui dit nous on veut la gratuité, etc. Bon. Dernière chose, je voudrais, on reprendra après plein de choses dans les débats. Sur l'Ariège, on se bagarre, on a déposé une question orale justement pour poser ce problème des transports, de négociations avec la SNCF, qui sont négociations qui sont difficiles. Bien évidemment, la région n'est pas responsable de toutes les saloperies de la SNCF, soyons très clairs. Mais nous, on n'a pas voté la convention en mars dernier parce qu'on sentait la tourloupe qui venait, même s'il y avait des avancées en termes d'investissement, sur les trains qui roulent, alors sur les problèmes des tarifs qui ont été revus, mais qui sont encore trop élevés à notre sens, et sur les problèmes de ces trains qui roulent sans contrôleur. Bon, les premiers, c'est quand même sur l'Ariège qu'ils ont été testés, sur Montauban et une autre ligne que j'ai plus en tête sur l'Aix-Languedoc-Roussillon. Donc nous, on a posé une question. Alors, on n'a pas pu avoir de réponse à ce moment-là parce que la paix a été interrompue suite à des incidents avec le Front National. Il faut dire quand même qu'il y a des fous tarés là-dedans et c'est le FN, ils sont presque 40 quand même dans l'Assemblée plénière d'Occitanie. Mais on va le reposer là. Et on rendra public la réponse, bien évidemment. Donc on le fait à chaque fois sur que va faire la région vis-à-vis de la SNCF et la menace sur les petites lignes, puisque la SNCF veut continuer à se désinvestir sur ces petites lignes. Dernière chose, dernier combat,
Donc on n'a pas gagné, mais on a fait bouger les lignes, on a convaincu des élus socialistes notamment, c'est sur le financement des lycées privés. On a une dotation obligatoire de fonctionnement, voilà, la région la paye, mais la région va plus loin. Comme toutes les régions de France par ailleurs, elle paye aussi, au-delà des obligations légales, une subvention d'investissement. Jusqu'à présent, autour de 8 millions, même si ça va baisser pour le budget prochain, qui ce sera de 6 millions, c'est de l'argent qui est donné alors qu'on n'est pas obligé de le faire au lycée privé. Nous, on pense que, premièrement, au nom de la défense du service public d'éducation, et deuxièmement, au nom des principes de laïcité, on n'a pas à financer ces lycées privés. On le fait avec ténacité et tranquillité, même si on nous accuse de vouloir réveiller la guerre scolaire, ce genre de conneries, etc. On continue à se battre là-dessus, et on commence à convaincre des élus socialistes qui disent « Ouais, mais finalement, vous avez raison, ça va pas. » D'autant qu'on vous demande de faire des économies, on va pas donner de l'argent quand on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour symboliser et les victoires et les combats qu'on continue. Et puis je laisse la parole à Guillaume pour la suite et les sujets qui fâchent. Jean-Christophe et Myriam ont bien présenté la façon dont on procède. À savoir qu'on ne part pas du principe que les étiquettes politiques prédéterminent les gens. On fait le pari que l'intelligence, la raison, l'argumentation peut convaincre. Raison pour laquelle nos propositions, on part toujours du principe qu'on peut convaincre une majorité, que des élus socialistes peuvent bouger, que des élus de droite peuvent bouger. Et on a vu en 3 ans qu'il y a des sujets où, de façon totalement imprévue, on pensait par exemple que nos anciens alliés écolos et communistes allaient nous aider, ils nous ont lâché en rase campagne sur certains sujets, et on a trouvé quelques élus, pas tous, mais des élus socialistes, radicaux, parfois, qui ont une conscience républicaine ou laïque, venir sur nos propositions. Bon, voilà la façon dont on agit. Et quand on nous propose des libérations, quand on considère que ça relève de l'intérêt général, on le vote et on le défend. Et quand on considère que ça va à rebours des exigences écologiques, sociales, républicaines, on vote contre, on explique pourquoi. On pense que c'est ce que devrait faire tous les élus, parce que sinon, nos assemblées d'élus, elles deviennent très vite des sortes de cénacles au langage incompréhensible pour nos concitoyens. Dans les campagnes électorales, les uns et les autres font semblant d'être en désaccord sur tout, mais une fois élus, en vérité, ils sont d'accord sur tout, ou alors quand ils sont pas d'accord, ils se mettent d'accord sur des coins de table pour marchander des choses, et au bout du compte pour voter à l'unanimité. Nous, on pense que c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Voilà. Il faut que les débats politiques ils soient assumés dans la clarté, de façon publique, pour que nos concitoyens puissent constater et participer, avoir le droit à l'information de ce débat, parce que quand le débat est caché, après les colères elles s'expriment de façon voilà, en dehors du champ institutionnel démocratique qui est pourtant prévu pour ça. Voilà, raison pour laquelle nous, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on le dit. Alors, on nous accuse parfois de vouloir faire je sais pas quoi. Nous, on est très tranquille avec ça. On a simplement la sensation d'être fidèle à nos convictions, ce qui fait qu'on a la conscience très tranquille. On est beaucoup moins névrosé que la plupart que la plupart des élus qui siègent dans des majorités pléthoriques et qui votent comme des robots. Et on a le sentiment, voilà, d'être fidèle aux gens qui avaient voté pour nous. Voilà. Donc c'est plus simple d'assumer un mandat comme ça. Je vais vous prendre 2-3 exemples de sujets qui ont fâché, mais qui sont des marqueurs importants. Alors il y en a qu'on avait prévu, il y avait des sujets aussi où on ne s'attendait pas du tout à se retrouver isolé, à être mis en minorité. Je commence par celui-là, parce que ça a été un peu un tournant dans cette mandature. C'est la décision qui a été de décider d'augmenter la durée du temps de travail pour les agents régionaux. Comme il y avait 2 anciennes régions qui existaient, Languedoc et Midi-Pyrénées, il fallait bien harmoniser le règlement du temps de travail. Et ajoutant à ça, le fait que la Chambre des comptes, la Cour nationale des comptes et régionale ont fait pression sur les régions en leur disant il faut chercher à faire des économies, vous dépensez trop, et donc il y a une économie facile, c'est vous augmentez le temps de travail des agents, vous augmentez pas les salaires, vous allez de suite, oui, effectivement, ça fait des économies. Sauf que nous, justement, on pense qu'on ne peut pas faire des campagnes électorales en permanence en disant une des solutions pour lutter contre le chômage, c'est de diminuer le temps de travail pour lutter contre le chômage et agir pour le plein emploi, et quand on est élu, faire l'inverse. Ça tient pas. Parce que et si vous faites ça, vous mettez de l'essence sur les sentiments, justement, que les élus ont des propensions à défendre une chose dans la campagne électorale et faire l'inverse une fois élus. Donc nous, on a dit non. On nous a dit, mais on augmente le temps de travail que de 60 heures par an. Ça ne fait que 12 minutes de temps de travail par jour, c'est rien du tout, vous chipotez. Alors évidemment, quand vous allez en parler avec les gens concernés, en particulier celles et ceux qui ont des travaux pénibles
qui font le ménage dans les lycées, en horaire décalé, les gens qui portent des charges lourdes dans les lycées, les agents techniques, tout ça, bon, 12 minutes de temps de travail par jour, vous pouvez être sûr que ça enlève quelques heures de vie au final, parce que c'est des organismes qui s'usent, tout ça. Donc nous, c'est une question de principe, quoi. Et non, ça, vous pouvez nous demander des choses, parfois on peut en ramener un petit peu si on nous argumente, mais nous demander d'augmenter le temps de travail d'agents techniques sans augmenter le salaire, ça on le fera pas. Et là, on était vraiment surpris parce qu'on l'avait pas senti venir, ni des socialistes, mais encore moins des élus Europe Écologie Verts qui ont voté pour l'augmentation du temps de travail, et des élus communistes qui se sont abstenus, malgré le fait qu'il y avait une unité syndicale totale contre cette augmentation. Donc ça, c'était un peu dur pour nous, parce qu'y compris, c'est sur cette raison-là, où au lendemain de notre opposition forte, on l'a payé assez cher, puisque certains ont fait en sorte de nous faire payer notre autonomie de vote sur cette question-là, derrière en prenant des mesures de rétorsion contre nous, démocratiques. On y reviendra tout à l'heure, sinon je vais être trop long. Deuxième exemple, la question des aides aux entreprises, du développement économique. Michel disait tout à l'heure, la compétence de la région qui a été très élargie. La région est devenue chef de file en matière de développement économique. C'est plus de 200 millions d'euros par an pour la région Occitanie. Une bonne partie sont des subventions directes aux entreprises. Alors vous savez nous, on défend quelque chose de clair, c'est oui à mettre des millions et des millions d'euros pour l'économie, à condition qu'on oriente, à savoir mettre des millions, par exemple, pour organiser la transition écologique de mode de production, de mode d'échange, pour relocaliser les productions. Vous savez, depuis 30 ans, notre région a perdu tout un tas d'industries de pointe, relocaliser ces productions. Là, ça vaut le coup de mettre des millions d'euros. Ça vaut la peine de mettre des millions d'euros pour le BTP s'il s'agit de faire un plan régional d'isolation des bâtiments, des logements. Là, oui, ça vaut le coup. Par contre, des subventions aux entreprises, et en particulier aux entreprises qui n'en ont pas besoin, non, ça c'est pas sérieux. Surtout quand on nous explique à côté qu'il faut faire des économies partout, qu'il faut couper les aides pour les festivals pour la culture, qu'il faut couper le social. Bon, et nous, ça ne représente pas forcément des sommes énormes, mais c'est des choses symboliques. Récemment, il y a le dernier exemple en date, il y a 2 mois par exemple, on nous a fait voter une subvention pour une entreprise qui s'appelle Royal Canin. C'est les croquettes pour chiens, chats. Ils ont une entreprise de 1200 salariés dans le Gard. Royal Canin, ça appartient à Mars Incorporated. C'est une multinationale américaine qui détient toutes les barres chocolatées, les M&M's, etc. Tout ça, c'est la même entreprise. C'est c'est pas le symbole de la qualité alimentaire. Hein. Delga parle souvent de qualité alimentaire, tout ça. 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je vous laisse imaginer ce que cette entreprise a dû toucher en CICE de la part du gouvernement français, hein, puisque c'est calculé sur un nombre de salariés. On ne sait même pas ce qu'a fait l'entreprise du CICE et on nous demande de voter 1 million d'euros pour cette entreprise. Où en fait c'est comme si une prime de Noël. Ouais, c'est ça. C'est une sorte d'aide de charité, quoi. La même chose. Il y a un an, on nous a fait voter 5 millions d'euros pour Pierre Fabre. Dans le Tarn, l'industrie pharmaceutique, elle a plus de 5000 salariés dans le monde. On a demandé quelque chose de simple, au moins qu'on nous dise Fabre, il avait touché 140 millions d'euros en 2014 d'aide de l'État. Direct. Au moins qu'on sache à quoi ça a servi. On nous dit pas. Bon, voilà. C'est pour vous donner 2-3 exemples. Comme ça, nous, on demande 3 choses claires sur les aides aux entreprises. Donc, nous, on est pour que ce soit utilisé exclusivement pour des projets utiles. Aux artisans, les TPE, la ruralité, bon. Et au moins, on me propose 3 critères simples. Que pour chaque aide, on vérifie quel a été le montant qu'a touché l'entreprise en CICE et ce qu'elle en a fait. Est-ce qu'elle a investi pour l'outil productif, pour augmenter les salaires, ou alors est-ce qu'elle a engraissé les actionnaires. 2, qu'à chaque aide, on veille à la limitation de l'entreprise du recours à l'emploi précaire. Par exemple, si on a une entreprise à l'année N où il y a 20% de CDD, on peut contractualiser l'entreprise que dans 3 ans, on passe de 20% de CDD à 10%. Vous voyez, c'est pas forcément des choses, on n'est pas gauchiste, quoi. On essaye de proposer des choses de bon sens, en fait. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça. Tous les électeurs de droite, de gauche, bon. Et troisièmement, on a proposé que soient exclues des aides régionales aux entreprises, des entreprises qui ont recours au travail détaché. Alors le problème du travail détaché, c'est pas que le travailleur est étranger, hein, c'est que l'entreprise le paye, et en particulier paye la partie cotisation sociale au pays d'origine, ce qui fait que ça organise un dumping et que ça tire vers le bas les salaires. Et en région, on en a énormément dans les abattoirs,
On s'est aperçu récemment que même dans les marchés publics de la région pour les lycées, il y a des travailleurs détachés sur les chantiers, ce qui est quand même franchement un très très mauvais exemple. Bon, voilà les propositions qu'on essaie de faire. Troisième exemple, c'est la question des trains, mais Myriam en a parlé un petit peu, j'y reviens pas. Un mot sur la question de la démocratie, puisque j'ai abordé un petit peu le sujet, pour dire que ça c'est un sujet qui est vraiment pesant pour nous. D'abord parce que ça relève de principes démocratiques, éthiques, républicains qui sont foulés aux pieds en région Occitanie. Je vous le dis tout de suite, c'est pas de la responsabilité directe de Carole Delga. Elle s'est fait un peu, disons qu'on peut dire qu'elle a pas eu le courage de s'opposer, mais elle a accepté un mode de fonctionnement que lui a vendu en particulier Gérard Onesta. Mais bon, je crois que la plupart des élus maintenant s'en mordent les doigts parce que tout le monde voit bien que ce mandat se passe très mal pour ça. Parce que des règles ont été mises en place tellement codifiées, tellement précises qu'en fait ça empêche toute respiration démocratique. Je vous donne 3 exemples. Il y en a un qui moi me choque vraiment énormément. C'est dans les conseils départementaux, vous devez voir ça en arrière peut-être. Vous avez l'assemblée plénière et il y a une commission permanente qui a les mêmes compétences, les mêmes prérogatives, mais composée de moins d'élus. Donc moi je siège à la commission permanente, Myriam et Jean-Christophe ils sont pas. Ils ont fait quelque chose d'hallucinant, c'est que vous voyez dans vos conseils municipaux, par exemple, vous savez que le conseil municipal est public. C'est un droit citoyen d'y assister. Vous savez de la même manière que si vous ne pouvez pas assister au conseil municipal, si vous vous pointez 2 semaines après à la mairie, vous avez les délibérations affichées avec les votes nominatifs des élus, délibération par délibération. En fait, c'est le b.a.-ba de la démocratie. C'est que les électeurs puissent être informés du vote fait en leur nom par les élus. Bon. Alors à la région, ils ont interdit ça. C'est-à-dire que la commission permanente, elle est privée, il n'y a pas de public, elle n'est pas filmée, et pire que ça, les débats ne sont pas retranscrits, et surtout les votes nominatifs des élus ne sont pas publics. C'est-à-dire que le citoyen qui veut savoir ce qu'a voté son conseiller régional, par exemple sur les gravières à Ariège ou sur la suppression de je sais pas quelle ligne de train, etc., le citoyen ne peut pas aller voir ce qu'a voté son conseiller régional sur des délibérations pourtant super importantes. Une commission permanente, on vote entre 2000 et 3000 délibérations, des budgets des dizaines de millions d'euros. Bon, voilà. C'est la négation des mêmes de démocratie que de cacher ce que votent les élus. Bon. 2-3 autres exemples, vous voyez, dans les assemblées élues, Michel connaît ça, à l'assemblée comme élu minoritaire, l'outil démocratique principal qu'a mis en place le législateur dans la loi, et c'est le cas à l'Assemblée nationale, mais dans toutes les collectivités pour qu'on ait élu minoritaire et droit à l'expression, c'est le droit d'amendement. Voilà. Parce que sans le droit d'amendement, vous voyez, les élus à l'Assemblée, c'est l'espace qui permet de faire des contre-propositions, d'intervenir, d'animer le débat politique. Nous, dans le règlement intérieur, ils nous ont créé quelque chose. Alors les amendements, d'abord, c'est très compliqué d'en déposer, etc. Mais surtout, ils ont inventé quelque chose d'hallucinant. Vous avez le droit de déposer des amendements, mais vous n'avez pas le droit de les présenter en séance. C'est unique en France. Vous n'avez pas le droit d'argumenter. Alors, autant dire que ça rend le débat impossible, en fait. Parce que du coup, nous, on dépose des amendements, mais les gens votent comme des robots. On peut même pas argumenter, on n'a pas une minute. Voilà. Alors, au départ, ils disent, leur argument, parce qu'ils ont quand même des arguments, c'est on réduit les droits démocratiques aux amendements, tout ça, parce que sinon le Front National va monopoliser la parole. Alors, parce qu'ils ont peur que le Front National monopolise la parole, ils privent le droit démocratique tous les élus. Mais moi, j'en parle de façon, parce que c'est du jamais vu. Et les mêmes qui font ça en Occitanie sont les mêmes qui font des leçons sur la défense des droits démocratiques des minorités, nous explique, bon, bref. Dernier point sur la question de la... Merde, je l'ai plus. Ouais. Oui, voilà. Et après, il y a le sort qui nous est fait à nous, où effectivement, voyant qu'on était un petit peu trop embêtants, tout ça, on est leur mauvaise conscience, certains se sont livrés à une manœuvre politicienne visant à nous priver de droits démocratiques encore plus, puisqu'on apportait un groupe politique, avec les communistes et les écolos. En début de mandat, il y avait un seuil pour créer un groupe politique qui était à 4 élus. Et vu qu'on était 4, les élus de la France Insoumise, et Alim, qui n'est pas là ce soir,
ils ont fait en sorte, en cours de mandat, de rehausser le seuil pour pouvoir faire un groupe politique de 4 à 7 pour nous reléguer en élus non inscrits. Politiquement, ça ne change pas grand-chose. On est toujours les élus de la France insoumise, tout ça. Par contre, ça a quand même des répercussions très dures, parce que par cette manœuvre, ils ont quand même licencié 2 collaborateurs, qui étaient des camarades. Hein. C'est vraiment des choses, pour des gens qui ont un peu de conscience sociale, c'est vraiment des choses qui en général ne se font pas, quoi. Et puis nous, ça nous prive de moyens humains, matériels et de nombreux droits démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de droits qui sont réservés exclusivement aux élus qui sont membres de groupes politiques. C'est grave. Hein. Et par exemple, en assemblée plénière, dans l'ordre du jour, il y a toujours un point sur les questions d'actualité. Alors, ils débattent pendant 1 heure, tout ça, mais nous, on n'a pas le droit de parler. Et sur le temps de parole, tenez-vous bien, en assemblée plénière, elle dure 12 heures. 12 heures, entre 12 et 15 minutes. Entre 12 et 15 heures, on a 1 ou 2 minutes de temps de parole à chacun. Là, c'est parce que c'est Noël. Oui, là, on va avoir 2 là. On va avoir 2. Alors chacun de nous, on a le droit d'intervenir que 2 minutes sur un point unique à l'heure du jour sur toute une journée. Alors autant vous dire que tout ça est irrégulier, y compris d'un point de vue légal, mais que le problème c'est que on a une justice administrative dans notre pays qui fait que quand vous voulez aller au tribunal administratif, ça met 3 ou 4 ans pour être jugé, ce qui fait que ça nous donnera raison qu'on ne sera même plus élu. Donc bon, on a fait des recours au théâtre, tout ça, mais on essaye surtout de porter la chose politiquement, non pas en ressassant notre frustration et notre aigreur, mais plutôt en essayant de prendre à témoin les gens et s'appuyer au maximum sur les luttes sociales, écologiques, les consciences citoyennes qui défendent leur territoire, le bien vivre de nos régions, là, qui supportent plus de voir les hôpitaux fermés, les écoles fermées, etc. On essaye de faire de la politique au quotidien avec ces gens-là, plutôt qu'avec ceux qui nous maltraitent et tournent le dos à leurs engagements. Voilà. Moi, je vais juste répondre sur la question de la fusion des régions. Après, je vous laisse le reste. Ça, c'est le. Bon, après, le choix les choix de mariage des régions, il n'y a pas de. Cherchez pas une rationalité, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Ce qu'il faut saisir, c'est que contre la réforme, la loi de fusion des régions, son contenu, c'est un contenu vraiment idéologique, très poussé. Ils ont vendu l'idée que c'était pour, au final, faire des économies. Tout ça est du vent, c'est le maquillage. Parce que l'expérience déjà nous montre que ça a l'effet exact contraire. C'est mécanique, parce que du coup il y a 2 sites, les services se retrouvent doublés, on peut pas demander aux salariés, on va pas demander à tous les salariés de muter géographiquement pour pouvoir unifier les services sur un des 2 sites, tout ça n'a aucun sens. Créer une formidable usine à gaz, les premiers à en souffrir sont les salariés, qui ont vraiment perdu dans cette fusion pas mal de sens par rapport à leur travail quotidien, quoi, parce que les choses se feront en double, en triple, il y a des incompréhensions, les trajets sont multipliés, ils se retrouvent avec plusieurs directeurs, tout ça. Et bon. Non, leur idée, c'est qu'ils sont sur ils n'arrivent pas à penser autrement qu'en matière de compétition. Voilà, de compétition internationale. Ils sont persuadés que l'Occitanie doit être en concurrence avec Hong Kong, avec Pékin. Non mais c'est ça. Bonne chance. Non mais d'ailleurs la région Occitanie ouvre des agences maintenant en Chine pour vendre les produits occitaniens, occitans. Tout ça est occitan aussi, je sais le dire. Et bon non, du coup leur modèle c'est ça, c'est avoir des régions qui ont une capacité économique pour peser dans la compétition, dans la concurrence. Sauf que c'est le monde d'avance. Ça c'est un discours qui pouvait à la limite s'entendre quand
partout dans le monde, il y avait des politiques de relance économique, que le butoir de la catastrophe écologique n'était pas celui qui est aujourd'hui. Voilà, ne serait-ce que la question écologique devrait convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus qu'il faut en finir avec, par exemple, le fait que le modèle pour le développement économique de nos régions, c'est l'exportation. Alors, il peut y avoir l'exportation sur certaines filières de très haute technologie, où pour le coup on est compétitif et où c'est pas la peine de le produire à 40 endroits dans le monde. C'est pas la peine de produire des Airbus à 40 endroits dans le monde. Mais bon. Mais par contre, pour tout le reste, il faut arrêter il faut diminuer, par exemple, le transport de marchandises par bateau dans les quatre coins du monde. Il faut relocaliser, il faut et cette façon de relocaliser l'économie, de promouvoir des modes de développement économique auto-centrés, c'est à la fois le moyen de préserver nos emplois à nous, dans les régions, en France, en Europe, avec une politique de protectionnisme solidaire de l'Europe, mais c'est aussi le moyen de sauver les modes économiques, paysans, agricoles, des pays africains et des économies qui aujourd'hui vivent sur un rapport inégalitaire avec les pays occidentaux du point de vue économique. Bon, donc, on peut le prendre par tous les bouts, il faut en finir avec cette vision de la compétition et il faut faire l'inverse des modes de développement, de coopération, de respect. Bon. Voilà, bon, mais voilà, cette réforme, clairement, c'est une réforme qui est à rebours du vieux monde. Et par contre, d'un point de vue démocratique, ça a vraiment, pour le coup, ça a vraiment éloigné les citoyens, les élus, les associations de l'échelon régional. L'échelon régional, c'est complètement technocratisé, bureaucratisé. Michel, il parlait tout à l'heure, par exemple, des subventions culturelles, tout ça. C'est clair que il y a même, enfin, plus la collectivité est éloignée, moins s'il y a d'occasion, tout simplement, pour que l'association de théâtre du coin puisse avoir des interlocuteurs fiables. Bon, et c'est fait pour ça. C'est fait pour technocratiser les choses, malheureusement, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut imaginer face à ça, il faut imaginer des modes de régulation, de contrôle démocratique nouveaux, quoi. Et je pense que même les élus locaux doivent vachement en souffrir, quoi. Parce que moi j'avais fait un mandat, les précédents mandats régionaux, en Midi-Pyrénées, il y avait il y avait un rapport un petit peu organique entre les élus régionaux, les mairies, les communautés de communes, tout ça, il y avait quelque chose qui se faisait. Et là, je vois dans ce mandat-là, c'est quelque chose qui est complètement qui est pas pris en charge par personne, quoi. Sauf par les usines à gaz d'Onesta qui rendent les choses encore plus compliquées. Voilà, c'est un cerveau malade. Mais juste je vais répondre sur l'éducation, mais je vais faire le lien avec l'éducation. On est membre de CA des lycées, donc j'ai essayé d'en suivre le plus possible. J'y étais la semaine dernière dans un lycée toulousain, enfin de l'Aglo. J'ai parlé avec le proviseur après, parce que je sais qu'il y a des problèmes et des sujets sur tout l'établissement, notamment en termes de rénovation, etc. Je sais, et je me bats avec les services, notamment le directeur qui maintenant en ce moment refuse de me répondre, hein, en fait. Le proviseur me disait, et il se faisait l'écho d'autres proviseurs, on est déçus, on est désespérés par cette région. Il dit la fusion a fait qu'on a encore plus éloigné les services des établissements, et on n'arrive pas à avoir une demande, une prise en charge cohérente et rapide sur de la restructuration parfois qui est essentielle, qui est très importante pour la vie des établissements. Donc on en est là, moi je me bagarre là-dessus tout le temps, au quotidien, je me fais le relais des collègues ou des proviseurs sur les établissements publics et j'arrive pas à faire comprendre, mais là on va un petit peu taper plus fort parce que ça commence à être gonflant, que la fusion des régions et la technocratie qui prend le pas, ça éloigne complètement l'ensemble des citoyens, y compris des structures, des organismes, des lycées, etc., des centres de décision. Pour l'éducation, alors, on ne peut pas intervenir d'un point de vue des compétences, parce que les collèges, effectivement, c'est les questions, c'est le département qui s'en occupe. En général, comment c'est fait? On a commencé à construire des nouveaux lycées en région Occitanie,
c'est discuté et vu avec le rectorat, là où il y a des plus de besoins et là où il y a pression démographique forte. Vu ce que tu dis, ça peut effectivement se justifier, mais même si la pression démographique n'est pas trop forte mais suffisante pour construire un établissement public, nous on y est favorable. Y compris même si c'est pas nos compétences, ça ne nous empêche pas d'intervenir et de défendre avec les élus locaux, etc., en disant, et en interpellant un rectorat, là il y a des besoins. Pour 2 ou 3 raisons quand même qui sont essentielles. La première, c'est que moi, on est pour des services publics de proximité. On n'est pas pour faire construire des gros établissements, qui sont souvent d'ailleurs des établissements difficiles pour la vie au quotidien des élèves et des enseignants. On est pour ça, premièrement. Deuxièmement, tu as raison. Quand il y a un service public, alors une école, un collège ou autre chose, évidemment que ça dynamise les territoires. Ça permet de maintenir des activités, ça permet même à des familles de s'installer. L'exemple que j'ai en tête, c'est parce que je suis intervenue, j'ai bousculé Kamel Chibli. Et non, pas physiquement, parce que ça c'est difficile à faire. Technique de combat particulière. C'était donc du second degré. Et Carole Delga sur le refus du rectorat d'ouvrir une école supplémentaire, une classe supplémentaire à l'école de Santin dans le Couserans. Parce que il y avait de vrais besoins, en fait. Le fait que l'école ait été maintenue et que d'autres activités, y compris grâce à des habitants qui se sont mobilisés et été maintenues ou sont développées, il y a des familles qui s'installent et il y a des enfants. Bon, quand il y a des enfants, je suis désolée, on ouvre des classes. Voilà. Et là, le rectorat disait au nom de l'économie, des économies qu'on fait sur les classes rurales ou les autres classes, soi-disant pour les zones d'éducation prioritaire, on ne va pas ouvrir de classe. Et l'institutrice, qui est la professeure des écoles qui travaillait, se chargeait des élèves du CP jusqu'au CM2. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était infaisable. Donc, mobilisation des parents d'élèves, mobilisation du professeur des écoles. Et ils m'ont contacté, moi je me suis bagarrée, j'ai dit il faut intervenir au rectorat, on l'a fait aussi avec Kamel Chibli, avec Carole Delga. L'école a été, a entendu, une classe supplémentaire a été ouverte et on a attribué comme on dit, un titulaire remplaçant. Donc, on peut gagner. Donc, et c'est pas notre terrain. Hein, c'est pas l'école qui est. Nous, on n'a pas cette compétence-là. Mais politiquement, on n'est pas des technocrates. On se dit, la compétence, c'est ça. On est des élus politiques, et y compris de la République. On n'est pas là juste pour parler de la compétence Trucmuche, etc. Donc ça, c'est faisable. Et y compris, je vous le dis, parfois en titillant fortement quand même si on ne bouscule pas physiquement, les élus qui ont en charge quand même qui ont des responsabilités au niveau régional. Sur les contractuels, c'est la même chose. Bon, évidemment que c'est pas notre compétence, mais le fait que, par exemple, alors contractuel en collège ou en lycée, qu'on ait une compétence importante de financement, de fonctionnement des lycées, il n'y a pas de raison que la région, qui est composée d'élus politiques, se prive de dire au rectorat et au ministère, donc au gouvernement, ça peut pas durer cette précarité-là. Voilà, ça peut pas durer, des enseignants sans formation, payés au lance-pierre, etc. Ça, nous, on le fait. Alors, on le fait avec nos petits bras musclés. Mais c'est vrai que ça devrait être une logique de la région. Voilà, on peut pas se dire de gauche, etc., tâcher à service public. Ben, si on tâche au service public, on se bat pour avoir des fonctionnaires titulaires. Bon. Même si c'est pas notre compétence, on essaie de le faire. C'est par ailleurs très, très important, parce qu'on l'a fait sur d'autres combats. Et dernière chose, oui, sur Daniel, t'as raison, mais là, c'est plus grave ce qui se passe, hein, parce qu'effectivement, les maisons de ma région, qui se sont multipliées, elles ont pris, qui ont remplacé l'MCEF qui existait avant, et les maisons qui existaient sur Languedoc-Roussillon ont décidé à l'intérieur, effectivement, de mettre d'autres compétences, donc économiques, ressources humaines, un peu sur le modèle d'Aix-en-Roussillon qui avait déjà ça. Mais pourquoi il y a ça? C'est parce qu'il y a une tentative de régionalisation de Pôle emploi. Nous, on l'a vu passer, c'est dans ma commission apprentissage, formation pour emploi. La convention, c'était il y a 2 ans. Et d'ailleurs, on travaille avec toutes les organisations syndicales de Pôle emploi pour essayer de contrer cette politique-là. Une convention entre la région et Pôle emploi. Bon, un peu ambigu, avec de l'implicite, hein. Mais l'idée qu'a la région, mais le gouvernement aussi, et c'était vrai avant, malheureusement, hein, c'est que ça serait bien. Alors on me dit non, mais qu'est-ce que tu crois? Mais le directeur de cabinet me dit mais pas du tout, on veut pas du tout régionaliser Pôle emploi, etc. Sauf qu'il y a un service maintenant public d'orientation régionale. On a cassé le service public national. Hein, on est en train de discuter de ça. La région, j'ai interpellé il y a pas longtemps Kamel Chibli sur ce sujet et Emmanuel Gazelle, qui est la vice-présidente en charge de la formation pro.
avec des syndicalistes qui étaient avec moi au rectorat. On a profité, on a interpellé. La réponse est oui, mais c'est pas nous, c'est le gouvernement qui nous file cette voilà. Bon, sauf qu'en réalité, il y a une logique, et c'est ce que disait. Ça rentre quand même dans cette logique de grande région où on a sa petite république. Il y en a même qui parlent de république des territoires. C'est Gérard Onesta, repris maintenant par Carole Delga, qui rompt avec la question de l'égalité sur l'ensemble du territoire national. Et le service public national d'orientation, les CELUR sont menacés. Et on rapatrie tout ça dans les maisons de ma région, comme on dit, où on va plus loin que les compétences qui étaient les leurs avant. Et avec cette logique de régionalisation, on casse le service public. Voilà, c'est ça. Bon, pour le moment, on est les seuls dans la commission quand la convention est passée ou quand on a voté contre. Je crois qu'on l'avait fait avec les communistes. Après, ça a changé. Et sur le service public régional de l'orientation, on a été, Lim et moi, les seuls à s'y opposer. Donc voilà, tous les autres élus ont approuvé. Donc il y a quelque chose qui est voilà. Il va falloir continuer à se battre, à le faire y compris avec les syndicats, comme on a commencé à le faire. Mais il y a un véritable danger là, avec cette logique. Mais moi, je le trouve effectivement regardiste. Qu'est-ce que c'est ces histoires de régions d'abord avec des potentats locaux, ça existait, mais ça s'est pas quand même amélioré. Et cette logique, effectivement, de compétition, oui, le clientélisme était très fort, de compétition entre régions, et chacun a son petit... Pour donner une idée, parce que ça c'est mon domaine, je suis prof en lycée professionnel, la réforme de la voie professionnelle inclut également la réforme des lycées pro. Nous, on est condamnés. Si on ne se bat pas, on va se retrouver dans le service régional de la formation professionnelle, mais plus comme lycée public d'enseignement qui s'adresse à l'ensemble des jeunes. C'est ce qui nous menace aujourd'hui. Oui, moi je voudrais compléter sur cette question finalement de la régionalisation de l'État et qui est liée y compris à la question de la métropolisation. Parce que les deux sont liés et ça c'est directement le schéma de l'Union européenne. C'est quoi l'idée? C'est de faire éclater les États tels qu'ils sont, et notamment l'État français, parce que nous avons une histoire particulière sur cette question-là, bien évidemment, puisque notre État, il a une nature de classe. C'est pas la classe ouvrière et le peuple qui dirige l'État français, on sait. Bon. Mais l'État français, il a une histoire et il est aussi la caisse de résonance dans ses institutions de 200 ans de lutte républicaine, de lutte sociale, etc., qui sont sous la forme de république sociale qu'on connaît, avec des conquis sociaux plutôt que des acquis sociaux. C'était la phrase d'Ambroise Croizat sur la sécurité sociale, sur les services publics, sur les salaires, sur les statuts et tout ça. Bon. L'Union européenne a comme schéma d'avoir des régions comme les Länder allemands, les grandes régions allemandes, qui sont effectivement en compétition les unes avec les autres. Alors après, on va masquer ça avec la novlangue moderne, de l'attractivité, de l'innovation, etc. Mais en réalité, c'est pour que les régions soient en compétition entre elles, et avec des implications politiques terribles. On l'a vu en Italie, la Ligue du Nord qui méprise la Sicile et les pays du Sud, avec les conséquences politiques que ça, y compris sous une certaine forme, la Catalogne autour de Barcelone, même si certains s'en défendent, qui méprise les territoires pauvres du sud de l'Espagne avec l'Andalousie et l'Extramadour, avec une compétition entre les régions. Et à l'intérieur de ça, vous avez, avant la régionalisation à outrance, qui est issue de la dernière fusion de 2015, vous aviez la métropolisation dans la loi NOTRe. Et la métropolisation, c'est quoi? Et là, ça nous intéresse ici à Pamiers, y compris par rapport à ceux qui sont dans les communes, aux élus, etc. C'est que les métropoles vont concentrer trois choses. Elles vont concentrer la centralisation politique de la décision. Elles vont centraliser l'aménagement territorial autour de la ville-centre. Et elles vont centraliser la commande publique. C'est-à-dire qu'elles vont aspirer la commande publique, l'allocation de l'argent public pour mener les politiques sur les territoires. Et au détriment de qui? Au détriment des communes. Et la commune, c'est la base de la République. C'est la liberté. Ça a commencé par la liberté communale, y compris même dans la région. Toulouse, au XIIe siècle, préfigure avec les libertés communales ce que va être la révolution
après. Donc je crois même qu'à Foix, il y a eu des expériences identiques dans le domaine des libertés communales, etc. Donc on est dans une région, y compris où cette question-là parle, la question de la commune comme premier échelon de la démocratie. Et c'est paradoxal parce que tous ces gens-là nous parlent de proximité et ils créent toutes les conditions de l'éloignement des citoyens, non seulement avec les institutions, mais dans le rapport avec les élus, donc avec la question de la souveraineté populaire et la question du contrôle démocratique que peuvent exercer les citoyens une fois qu'ils ont élu leurs élus. Vous voyez ? Donc cette question de la régionalisation et cette question de la métropolisation sont des machines de guerre contre la démocratie. Voilà, il ne faut pas hésiter à le dire. Véritablement, des machines de guerre, c'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à la question des communes, à la question des départements, et s'il doit y avoir des régions, il faut, c'est pour ça qu'on était nous opposés à la logique de ces régions monstrueuses, parce que compris, c'est un truc de dingue pour nous. On a une région qui a 600 km de diagonale. Je veux dire, quand vous prenez le nord du Lot jusqu'au Boulou, ou de Tarbes jusqu'à le nord-est de la Lozère, c'est un truc de dingue à gérer. On peut pas nous dire qu'on a fait ça pour faire des économies. C'est quand on est obligé de se déplacer, il y a des frais de déplacement, il y a de la fatigue humaine, il y a de l'incapacité à appréhender des questions qui vous sont éloignées. Voilà. Donc, voilà, il faut parler franchement. Tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah oui, sur l'emprunt, pardon. Sur l'emprunt, la question de l'emprunt populaire, elle est bien évidemment ouverte. Mais la question de l'emprunt populaire, bien évidemment, vu notre approche philosophique, ça serait plutôt ça. Sauf que l'emprunt populaire n'a de sens que si l'emprunt populaire est rémunéré. Et quand les gens prêtent de l'argent à une institution sous forme d'emprunt populaire, il faut qu'ils puissent s'y retrouver. Donc comme on est quand même dans une situation où il y a une possibilité d'emprunter quasiment à zéro, on emprunte à l'économie. Bon, la question des agences de notation, je ne sais pas si elle rentre trop là-dedans. Pour nous, non, mais pour nous, c'est pas un critère. Dans le discours de Delga, oui, mais pas dans le nôtre. Tout ça, ce sont des artifices mis en place par le capitalisme financier pour distribuer les bons points et les mauvais points pour les bons élèves et les mauvais élèves. Et nous, c'est pas nos critères. Voilà. Donc, ce serait une autre situation. La question de l'emprunt populaire se poserait peut-être avec une autre acuité. Mais là, comme il y a la possibilité d'emprunter pas cher, on peut pas dire que l'emprunt des institutions va, en l'occurrence, engraisser les banques, quoi. Voilà. Donc, la question est ouverte, hein. Allez-y. S'il y a un désaccord, on peut continuer la discussion. Non, mais je peux répondre très rapidement là-dessus. J'ai dit qu'il y avait on avait trois leviers. C'était que l'État desserre les taux par rapport à l'argent qu'il donne aux collectivités. Premier levier. Deuxième levier, qui est quand même le principal, c'est d'avoir d'autres critères au sein du budget régional de 2,5 milliards d'euros pour faire des politiques plus sociales et plus écologiques, et se donner la possibilité d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires avec un recours à l'emprunt, mais qui n'est pas un recours non plus astronomique, et en profitant de l'effet que justement, il n'y a pas de rouleau compresseur en ce moment, puisque le taux de l'argent est faible et que ce sont des emprunts à taux fixe, en l'occurrence. Donc, c'est pas que l'emprunt, c'est une des variables et qui est nécessaire pour, y compris, permettre de faire les investissements nécessaires pour les générations futures. Parce qu'il faut aussi se donner les moyens d'avoir cette respiration. Parce que si on ne le fait pas, on travaille uniquement sur la question de la ventilation interne au budget, sachant que l'État, pour que l'État redonne l'argent, il va falloir mener une sacrée bataille politique que tous les élus, les grands élus, à commencer par Carole Delga, ne mènent pas de manière coordonnée. Ils pourraient le faire, pourraient prendre la tête de tous les présidents de région pour dire « rendez-nous l'argent », comme les Gilets jaunes disent « rendez-nous l'ISF », ils pourraient dire « rendez-nous la DGF », ils ne le font pas, et ils font des trucs en disant « le problème c'est le jacobinisme, la centralisation à Paris ». Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le capitalisme, et c'est l'inégalité, et c'est l'allocation inégale des richesses vis-à-vis des salariés, et y compris vis-à-vis des collectivités. C'est ça le cœur de la bataille. Je rajoute un mot juste d'explication peut-être, mais c'est qu'une collectivité territoriale en France, en tout cas, elle n'a pas le droit d'emprunter pour payer ses dépenses. C'est forcément, l'emprunt est forcément destiné à investir,
Donc si tu veux, il faut essayer de le raisonner aussi en macro, du point de vue de la société dans son ensemble. Je te prends un exemple. On pourrait prendre celui des chemins de fer, tout ça, mais je vais prendre celui, par exemple, il faudrait en région un grand plan régional d'isolation des bâtiments publics et des logements privés. Pas que les HLM. Où là, pour l'instant, la politique de la région, bon, nous on crache pas dessus, c'est mieux que rien, mais c'est une politique qui est uniquement fondée sur des appels à projets. Si les propriétaires veulent faire des travaux pour isoler leur logement, la région les aide. C'est bien, hein, sauf que ça fait pas un effet levier suffisant pour par effet domino enclencher les choses, ça suffit pas. Bon, nous on pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin pour aider les propriétaires et servir de déclencheur. Hein. Et là, si tu veux, imagine par exemple un emprunt même très cher sur cette question-là, au bout du compte, la société y gagne. Parce que ça fait en sorte que les travaux soient plus rapides. Alors que si ça repose sur les propriétaires, ça reporte à beaucoup plus tard. Et si tu regardes du point de vue de l'intérêt pour la société dans son ensemble, et que tu mets en rapport les économies générées en matière d'économie en dépenses énergétiques, ton emprunt est en réalité un investissement pour la transition écologique et pour le portefeuille des ménages qui souffrent le plus d'habiter dans des logements passoires. Voilà, bon, il ne faut pas le voir que d'un point de vue comptable. Et j'ajoute à ça le fait que la région n'emprunte pas sur les marchés financiers. Hein. Là, non, voilà, là, enfin, elle aurait le droit. Mais bon, ils sont pas fous quand même, les... Hein? Ouais, très peu. Ici. On a le tableau. Hein? On a les tableaux où ils ont des trucs à 7, 8, 10 ans. Ouais, bon, je sais pas. En tout cas, en région Occitanie, il n'y a pas d'emprunt sur les marchés financiers ou d'emprunt toxique sur lesquels on n'a pas de visibilité. Sur lesquels il n'y a pas de visibilité. Ouais, mais on a une visibilité sur les taux, c'est des taux fixes. Non, je dis les emprunts toxiques, il y a des collectivités qui ont fait ça par le passé, ça c'est vrai. Pas la région Occitanie, il y a des départements, il y a des communes qui se sont retrouvées. Et tant que j'ai la parole, je dis un mot sur la question des concurrences entre régions. On parlait tout à l'heure de compétition avec les régions dans le monde, mais elles sont d'abord en concurrence entre régions voisines. Et là, vous allez voir que dans les années qui viennent, on va voir des choses hallucinantes. Nous, on a déjà vu, par exemple, quand vous avez, il y a 2-3 ans, l'IUMM a voulu ouvrir un centre de formation pour apprentis, un truc énorme. Ils ont été voir Malvy, qui était président de Midi-Pyrénées, et ils lui ont dit, on est prêt à venir à Midi-Pyrénées, combien tu nous offres, en gros. Ils ont été voir Rousset en Aquitaine, ils ont dit pareil. Résultat, c'est Malvy qui a acheté plus cher, il a filé, je crois, 7 ou 8 millions d'euros, le centre de formation s'est installé à Tarbes. Le problème, c'est que ça va se généraliser. Prenez par exemple la question de l'enseignement supérieur, où jusqu'à maintenant c'était simple, c'était des finances en public, l'objectif c'était la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, du coup il y a des sites de proximité qui avaient été développés un peu partout en région, avec l'aide de la région, de l'État, tout ça, sauf que maintenant la logique ça va être de couper les subventions publiques, de l'État, et transférer au maximum les financements en région. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va rompre complètement avec la logique républicaine d'égalité, de démocratisation. Ce qui va se passer, c'est que les formations d'enseignement supérieur, ça va être aux métropoles qui payent le plus cher, aux régions qui payent le plus cher. La compétition, elle va se traduire comme ça au final. Et là, ça va être dévastateur pour l'égalité républicaine. Merci à vous d'être venus faire ce bilan.